Alors avant de revenir sur votre retour, on va revenir un mois en arrière sur l'épisode de la Bosnie et de la Croatie. Et sur cet épisode, il y a un truc où vraiment on a envie d'en savoir plus. C'est sur le groupe de marcheurs que vous avez rencontré et qui vous a interpellé. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, parce qu'on le voit furtivement dans la vidéo, mais on a envie d'en savoir plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je les mets à la fin finalement, mais ils ont mis un commentaire. Je sais plus si je l'ai épinglé, mais ils ont mis un commentaire sous la vidéo pour expliquer ce qu'ils faisaient. Donc c'est des scouts, c'est ça? Une espèce d'organisation comme ça. Ouais. De scouts et qui traversaient à pied la Croatie. Donc ils faisaient 200 bornes à pied. Et pareil, donc une quinzaine de jeunes avec sac à dos et puis tout le matos qu'il faut pour bivouaquer et se faire reconnaître parce qu'ils avaient un grand drapeau français, donc nous on les a vus de loin. Et vous êtes passé, ils vous ont reconnu? En fait, on est passé, on a ralenti à leur niveau pour les saluer et leur dire bon courage. Et après, en fait, en repartant au loin, il a fait mais c'est le mec qui a fait le tour du monde en gyro là. Et puis du coup, ouais, on a fait c'est fou qui nous a reconnus. Donc on est revenu en arrière, puis on a discuté un petit peu. Et après, on est reparti. C'est énorme quand même. C'était la première fois ou ça t'arrive souvent? Je pense que ça a été l'élément déclencheur parce qu'après, ça a été que ça. En Croatie, on a eu d'autres voyageurs qui nous ont reconnus. En Bosnie. Et après en Italie. Et du coup, dans l'épisode qui a suivi, vous arrivez en Italie, un voyage. Je m'attendais pas à ce que ce soit si long le voyage en ferry. 11 heures. Ça paraît pas si loin. En fait, la traversée en elle-même prenait un peu moins de temps, mais c'est toute l'organisation. En fait, le bateau, une fois qu'on rentre dans le bateau, il met 2 heures avant de partir de côte, quoi. Okay. Nous, on savait pas, parce qu'il y avait une heure de départ, c'était marqué 21h. Okay. On était déjà à 20h ou 20h30 dans le bateau, et en fait, il est parti à 23h. Et du coup, arrivé en Italie, vous avez commencé par le sud de l'Italie, il me semble. C'est ça. Et on a fait d'abord, Alberobello et Matera, donc 2 petits villages qui méritaient le crochet. Et c'est là où vous avez fait un bivouac un peu particulier. Alors, il y a eu déjà le bivouac en Croatie, là, sur le trampoline. Sur le trampoline. Donc ça devait être sympa. C'était Croatie. Ouais. Finalement, c'était confortable. Après, le problème de le trampoline, c'était qu'il était vraiment au bord d'une route. Donc, le matin, très tôt, tout de suite on était obligé de partir d'ici rapidement, quoi, pour pas qu'on se fasse embêter. Et après, effectivement, en Italie, donc le village de Castelmezzano, un village perché dans les montagnes. On cherche un endroit où dormir à la sauvette. Je repère un petit cimetière avec dans le contrebas. Qui faisait déjà nuit en fait. C'est ça. On a commencé à chercher notre bivouac de nuit, donc ce qui est très mauvais de base. Mais là, on n'avait vraiment pas le choix parce que nos roues, fallait qu'on les charge pour le lendemain, donc on a attendu le maximum qu'on pouvait pour partir. Et donc on arrive au contrebas du cimetière. Il y a une petite table, des trucs, un petit espace d'herbe. On dit mais c'est parfait. On est dans la pénombre. De l'autre côté, c'est la forêt. Le cimetière juste au-dessus, c'est pas très rassurant, mais bon, à la limite, c'est pas grave, ça passe. Et finalement, on se dit, on va quand même s'enfoncer un peu dans la forêt, voir ce qu'il y a autour, s'il n'y a pas un endroit encore plus tranquille. Et en avançant un petit peu, donc la roue au trolley, on fait quoi? On fait à peine 10 mètres, on entend des chants. On sait pas, honnêtement, on n'arrive pas à... C'est quelque chose peut-être, non? Il n'y a pas une chapelle? En pleine nuit, quoi. Peut-être, mais ça faisait vraiment des gens qui marmonnent des choses. Ouais, des trucs un peu spirituels, ou je sais pas. Pour ça, on pas rassurant. Non, mais vraiment, c'était très, très étrange. On se dit, mais c'est pas possible. On est dans la montagne, donc les choses résonnent. On se dit, c'est peut-être un peu plus loin et tout, mais il y a rien, quoi, aux alentours. On se dit, c'est forcément là, dans la forêt, il y a un truc, quoi. Il y a un truc qui se passe. Donc, on n'est pas serein. On décide de repartir et de trouver un autre endroit pour planter la tente. Donc là, cette fois, on monte un peu plus dans les hauteurs de la montagne. On trouve une petite route de tracteur qui a l'air un peu abandonnée, avec de l'autre côté un grillage. On se met juste devant. Et en fait, il y a un chien qui nous a repérés et qui n'a pas arrêté d'aboyer, mais toute la nuit. Bref. Du coup, la nuit assez difficile, plus la tente que Mélo a gentiment cassée. Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé? T'as eu peur avec les chants et qu'est-ce qui s'est passé? Non, elle était déjà cassée du dernier bivouac.
En fait, en montant la tente, j'ai cassé un des arceaux. J'ai un peu trop forcé pour la montée et du coup, on a fait une réparation un peu. Oui, comme on pouvait, donc avec une tige de métal scotchée pour réparer l'arceau, mais bon, c'était pas. Ça devenait un peu plus compliqué de la monter du coup, et puis. Ça nous prenait plus de temps pour installer notre bivouac. Et pareil pour les sardines en plus. Les sardines, donc pour planter la tente, étaient complètement tordues. Vous n'avez pas imaginé éventuellement en chercher une nouvelle? En fait, dès qu'on est arrivé à Rome, j'ai cherché les magasins spécialisés dans le camping, dans le trek et tout ça. Et l'idée, c'était pas de changer la tente, c'était juste racheter l'arceau. Un arceau, voilà, mais c'est des arceaux spécifiques en fonction des tentes et tout ça. Et il l'avait pas. Il l'avait pas sur place. Donc on s'est dit c'est pas grave, on va faire comme on fait là, ça tient, donc tant que ça tient. Et puis au final, le dernier camping qu'on a fait, l'arceau il a complètement percé la tente. Et du coup là c'est toute la tente qui est morte quoi. Donc on n'est pas rentré avec, on l'a abandonné. Ouais, moment émotion. Oui. Du coup, il y a autre chose sur cette partie italienne qui était un peu remarquable, c'est l'infrastructure cyclable en Italie. A priori, c'est pas. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Il y avait quand même des pistes cyclables ou vraiment pas du tout? Alors, à Rome, dès qu'on a passé Rome, quand on est sorti de Rome en roue, on a fait quasiment 30 bornes sur une jolie piste cyclable toute neuve, remplie de cyclistes et de voyages, de randonneurs, qui est vraiment toute belle et qui traverse toute la province de Rome, donc en direction du nord. Mais après, c'est vrai que c'était très peu, quoi. Très peu. Un peu comme en France, finalement. Oui, c'est ça, c'est pas pire qu'en France. C'est pas pire qu'en France. Dès que tu sors des agglomérations, dès que t'es un peu dans la campagne. C'est ça. Et du coup, sur cette partie italienne, alors j'ai cru entendre, je sais pas quelle est la législation, mais je pense que c'est un peu comme ici, c'est-à-dire que du coup, c'est moitié interdit, moitié toléré. De base, nous, on pensait que c'était comme en France ou comme en Belgique, c'est-à-dire, il y a une communauté de wheelers, il y a des trottes, tout ça, donc c'est encadré avec des réglementations, mais il n'y a pas d'interdiction à proprement parler. Et en fait, avant notre arrivée dans le Nord, on s'est fait arrêter par la police. Et ils nous ont bien fait comprendre que nos engins étaient illégaux en Italie et qu'on n'avait pas le droit de les utiliser, que ce soit sur piste cyclable, trottoir ou route. D'accord. Et que c'était qu'à usage privé, donc ce qui est la même chose qu'en Allemagne ou aux Pays-Bas, quoi. D'accord. Et pour le coup, on a été vraiment choqués parce que c'est ça. Nous, on est arrivé. Ça faisait presque 3 semaines qu'on était en Italie. C'est ça. Ça faisait une vingtaine de jours qu'on circulait, mais vraiment on circulait partout, quoi. Que ce soit donc, les villes, les campagnes, les routes, même hors agglomération, tu vois. Donc sur des voies à peu près rapides, à 70-80 km/h. Bien devant la police. On a croisé plusieurs fois la police et tout ça. Dans les villes, à Rome, Naples et tout ça, pareil, plusieurs fois. Donc les polices municipales, piétons, voitures, on les a croisés partout. Et pas aucune remarque, ou aucune réflexion ou aucune information de notre côté. Après, c'est peut-être de notre faute aussi. On aurait dû se renseigner un peu avant, mais je sais pas. Pour moi, l'Italie, c'était vraiment pareil quoi qu'en France. Et en fait, non. Et en discutant donc avec des groupes et des wheelers en Italie, ils nous ont bien dit effectivement dans le sud de l'Italie c'est safe dans le sens où on peut rouler même si c'est pas autorisé et si on respecte les mêmes réglementations pour les trottinettes, c'est-à-dire 20 km/h en ville, piste cyclable ou je crois 6 km/h sur les trottoirs, il n'y a pas de souci. Normalement ils sont plutôt cool avec ça et justement ils lancent un peu ce mode de déplacement dans les grandes villes, mais dans le Nord, pas du tout, quoi. Vraiment. Ça fait partie des éléments qui ont participé à la prise de décision de rentrer. De rentrer plutôt, ouais. En fait, à la base, donc l'Italie c'était notre dernier pays. Et on s'était dit qu'on allait faire un mois en Italie et rentrer fin septembre. Sauf que petit à petit, la tente qui nous lâche, la fatigue, et donc là l'interdiction de rouler en Italie, plus la météo qui s'annonçait terrible pour les prochains jours,
plus j'ai dit les finances, ouais, ça commence à, ouais, c'est vrai que l'Italie, en fait, il y a pas une journée où on visite pas quelque chose, où on goûte à une spécialité, et en fait, on se retrouve vite hors budget. Explosé le budget. Ouais. Après, on s'est fait plaisir. C'est pas le voyage d'une vie, mais quasiment, quoi. C'est vrai qu'il faut, à un moment donné, il faut se dire, ok, on est là, on n'y sera peut-être pas l'année prochaine ou dans quelques années, donc profitons. Et puis, bon, si on rentre plus tôt, on rentre plus tôt, quoi. Et on s'est posé, on a dit, est-ce que on a fait ce qu'on voulait faire? Donc, on a pesé les pour, les contre. On a dit, bon, ok, on voulait faire Venise. Venise, on nous a dit qu'en Giro c'était pas possible. On a mis Venise de côté. Et puis, en fait, quasiment tout ce qu'on voulait faire, on l'a fait en Italie. Du coup, on peut faire un petit bilan là sur ces 2 mois. Passer en voyage. Qu'est-ce que vous en retenez de ce premier voyage en couple? Mélo, tu veux parler? Ouais, vas-y, ça. Déjà, je suis content pour Mélo. Je suis content d'elle qu'elle ait tenu le coup et qu'elle ait évolué comme ça sur la Giro, sur le voyage, sur la recherche de prise, de bivouac et tout ça. Je sais que maintenant on peut partir facilement en roue. Elle a beaucoup moins d'appréhension pour rouler sur les routes en ville. Maintenant, elle a vraiment progressé. Et le voyage était progressif, donc c'était pas brutal, je pense, pour toi aussi. Donc ça, c'est vraiment cool. Et le fait effectivement de voyager à 2, c'est un plus indéniable sur le partage du moment, en fait. Il y a pas un jour où je me suis senti seul, que ce soit sur la route ou dans les villes que j'allais visiter. On a vu aussi d'ailleurs une évolution à travers les vidéos, c'est-à-dire que sur les premières vidéos, on avait la minute Mélo, mais on avait à peu près que ça, la minute Mélo, c'était très discrète, etc. Et puis alors dans les dernières, limite, on entend presque plus de ouais, c'est ça. Tu t'es devenu très très à l'aise et voilà. Est-ce que tu participes aussi au choix des plans, au montage ou des choses comme ça? Oui, même dès les premières vidéos, même si je parlais pas spécialement, c'est quelque chose qui m'intéresse, donc je le regardais faire aussi pour apprendre à faire. Et puis, oui, forcément, plus ça va et plus j'ai mon mot à dire. Je dis, tiens, là, il faudrait filmer parce que les gens, ça va les intéresser de voir ça, parce que des fois, il y avait des choses, ils se disaient, non, c'est pas intéressant. Je dis, mais si, les gens, ils aiment bien voir ça. Et donc, du coup, oui, peut-être peut-être une petite vision un peu plus féminine des choses aussi. C'est ça, c'est clairement ça. C'est clairement ça, parce que un des objectifs aussi d'être avec toi en voyage, c'est de promouvoir la Giro côté féminin, quoi. Parce que effectivement, c'est un milieu encore trop masculin. Et voilà, de se dire, un petit bout de femme comme elle est capable de partir et de rouler, quoi. Donc pourquoi pas toi, pourquoi pas elle. Voilà, c'est bien. Et c'était important aussi qu'elle prenne la parole effectivement en vidéo. Donc au début, forcément, c'est un peu intimidant parce qu'elle n'a pas l'habitude. D'où la minute Mélo, c'était vraiment se dire, ok, même si tu veux pas participer, au moins il y a une minute où ce sera que toi. Donc c'est déjà ça. Et puis finalement, elle a pris vite le pli. Et puis voilà, c'est ce que les vidéos sont ce qu'elles sont aujourd'hui grâce aussi à Mélo, quoi. Quel est votre meilleur souvenir de ce voyage? Alors la ville qui m'a le plus marqué, personnellement, je pense que c'est Rome. Et après, alors la plus étonnante, ça va être Mostar, en Bosnie-Herzégovine, la petite ville avec le pont qui traverse la rivière et du coup là où on s'est baigné sous les cascades. Moi, Rome, je connaissais déjà, donc on va plus dire peut-être Sienne et Florence. Sienne, c'est beaucoup plus petit que Florence, mais je trouve que c'est un charme dingue, donc j'ai vraiment adoré cette ville. Puis après, Croatie, Bosnie, on a adoré forcément. En plus, on avait vraiment du beau temps, donc ça nous faisait du bien aussi. Et puis, toutes les villes qu'on a faites étaient vraiment magnifiques, différentes, mais magnifiques à chaque fois. Nicolas demande si vous avez une idée du budget de votre voyage. Je tenais les comptes au début, puis après, j'ai un peu lâché parce que c'était du boulot. On va dire au début, quand on dépensait moins, on était à peut-être 45 € par jour. Les 2 premières semaines et les 2 semaines après, c'était plus 60-65 par jour. Mais voilà, je pense que là, à la fin du voyage, on approchait les 100 €.
100 € par jour. On se demande si c'est pas trop dur de le retour à la réalité. Surtout pas Mélo. Ça va pour l'instant. On a pas mal de choses à faire, débarrasser des sacs, faire des courses, voir un petit peu la famille, les amis aussi. Donc pour l'instant, on est encore bien. Puis la reprise de travail n'est pas non plus tout de suite, donc ça permet d'avoir un petit peu comme un sas en fait de décompression. Donc pour l'instant ça va. Et là tout de suite à court terme c'est quoi? Est-ce que du coup qu'est-ce que vous allez faire? Vous retournez à la vie active ou vous savez pas encore ou moi je suis en recherche d'emploi. Voilà. Maintenant je sais pas trop encore ce que je veux faire. Mais je suis prêt à bosser, ça c'est clair. Mélo, elle a déjà son job qui l'attend début octobre. Et puis après, c'est ça, c'est retour à la vie active. Et l'idée, c'est de mettre de l'argent de côté pour repartir, quoi. Mais est-ce que vous avez déjà des choses dans votre tête oui. Ouais. On aimerait faire l'Asie quand ça ouvrira. Peut-être certains pays que Thomas a déjà fait et certainement aussi d'autres pays, notamment le Japon. Du coup, la reprise du tour du monde à partir des États-Unis, est-ce que c'est complètement abandonné du coup ou pas? Non, c'est pas abandonné. Justement, je suis l'actualité et a priori là, ils sont en train de réouvrir la frontière. Ouais, ils ont réouvert les frontières. Maintenant, le Canada et les États-Unis, il faut que je regarde exactement si c'est possible. Et après, moi, dès que j'ai le budget pour repartir, 2022, ça devrait pouvoir le faire. C'est ça. Et du coup, je le ferai tout seul, comme je l'ai commencé tout seul, je le terminerai tout seul. Comme ça, Mélo, elle se reposera et je le ferai peut-être pas. Je sais plus combien de mois j'avais prévu pour le faire. Je le ferai peut-être en plus court. Mais en tout cas, oui, j'avais envie d'y aller et j'irai quoi qu'il arrive. Totalement positif. Déjà, le fait de partir à deux et de repartir, de découvrir vraiment des territoires, des pays, des régions qu'on connaissait pas, goûter à la gastronomie partout dans l'Europe, découvrir des capitales. Rome, ça a été vraiment ma ville préférée, vraiment coup de cœur. Du soleil, des baignades, du bronzage, des rencontres. Enfin voilà, le voyage, ça fait partie de ma vie et maintenant de notre vie, et ce sera toujours. Je veux continuer à rêver, pouvoir partir dans des destinations que j'aurais jamais imaginé, quoi. Jamais j'aurais imaginé aller en Bosnie-Herzégovine. Et pourtant c'est magnifique. Et il y a le Monténégro qui est à côté aussi, qui est très beau, qu'on a fait rapidement, mais on voudrait y retourner. Enfin voilà, il y a tellement de choses à voir en sortant de chez soi qu'il faut prendre le temps et s'organiser pour le faire. Et donc on le refera. Écoute, je trouve que c'est parfait comme conclusion. Je te remercie.